30 ans. J'ai pas le souvenir, quand j'étais dans le ventre de ma maman, de refaire les tapisseries. Cela dit, peut-être. Je me souviendrai peut-être un jour. Mais oui, 30 ans parce que je suis poussée à faire cette vidéo. Enfin, je suis poussée surtout à reconnaître cette part de moi qui se vit en moi du coup depuis que je suis petite. Et puis 30 ans, oui, parce que c'est un long chemin d'acceptation de ce qui se vit en soi. Et aussi de prise de conscience de croyances limitantes, bloquantes, dans le sens où c'est vrai que j'ai souvent entendu dans ma vie, et pour l'avoir étudié aussi, puisque j'ai fait des études d'art, qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont traversé le temps et les époques, qui n'ont été reconnus pour leur travail et pour leur art que après leur mort en fait. J'ai souvent entendu au cours de ma vie que c'est bête, hein, tout ça aura de la valeur que quand tu seras morte, etc. Donc j'ai mis du temps moi-même à accepter que cette part d'artiste qui se vit en moi, et puis je pense que c'est le moment, hein, puisque je passe des dimensions dans mes toiles qui m'accompagnent depuis 10 ans maintenant que je peins. Et avant ça, d'autres choses que je vais pouvoir vous raconter. Et j'ai envie de pouvoir parler de mon vivant et de par moi-même de mon art et de l'histoire de ma vie aussi. Parce qu'à 30 ans, il y aurait beaucoup déjà de choses à dire au vu de ce qui m'a été donné d'expérimenter. Et voilà, j'ai envie de le faire en allant. J'ai pas envie d'attendre 50 ans ou 60 ans ou d'être morte et que quelqu'un parle de mon art à ma place ou de l'histoire de ma vie. Voilà le pourquoi de ces vidéos. Et je dis ces vidéos parce que quand il m'a été donné l'idée en fait de faire ces vidéos, ça date d'il y a presque un an déjà maintenant. Et ça a mis du temps parce que ça avait besoin de mûrir encore, je pense. Mais quand je me suis relancée dans l'idée de cette vidéo, je me suis rendu compte en écrivant ce que j'avais envie de vous partager mais il y a tellement de choses à dire. Au début, c'était plutôt rapide, j'avais une forme de squelette un petit peu de ce que j'avais envie de vous partager. Et en fait, je laissais poser, la vidéo, je la tournais pas tout de suite. Et j'avais des réminiscences ensuite de moments de ma vie où l'art est intervenu en interaction avec ce qui vivait en moi, ce qui avait besoin d'être exprimé, ou avec d'autres personnes aussi. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, il y a tellement de choses à dire. Si je fais une seule vidéo, elle va durer 1h30, 2 heures, quoi. Donc j'ai choisi de la couper en plusieurs parties. Je sais pas combien de parties elle va faire. Honnêtement, à l'instant où je vous parle, j'en ai aucune idée. Je verrai peut-être plus clair ensuite sur la deuxième. Voilà, je sais pas s'il y en aura 2, s'il y en aura 3, s'il y en aura plusieurs. Je vais me laisser porter et travailler de manière intuitive comme j'aime le faire. Et puis j'espère que ce type de contenu vous plaira et vous inspirera peut-être aussi. Alors, un terrain propice, oui, c'est vrai, parce que je suis une âme qui a choisi des parents qui avaient déjà à chacun un goût pour la création et surtout pour le manuel. J'ai un papa qui, quand j'étais petite et très très tôt, m'a montré les dessins qu'il faisait quand lui était petit, qui était ébéniste et qui adorait créer et dessiner, notamment de la perspective. Et plus encore ensuite, quand il a travaillé comme concepteur de cuisine, où il dessinait des plans. Donc j'ai vraiment ces mémoires ou petites où il me présente en fait ses dessins, etc. Et c'est déjà un moment de partage qui moi me nourrissait. Et puis un terrain propice aussi de par ma maman qui depuis toute petite aussi, je l'ai vue passionnée de décoration, à la fois de table et de décoration à thème, qu'elle aimait beaucoup nous faire à moi et à ma sœur, dans le sens de la création manuelle pour des décorations de table lors d'événements que nous organisions en famille ou alors à des moments précis de l'année comme à Halloween ou à Pâques ou à Noël où on s'attelait toutes les trois à décorer en fait l'intérieur de la maison pour un temps donné tant que l'événement se passe. Donc un terrain très propice en effet, et je peux dire que cette famille, puisque j'ai aussi une sœur qui a fait des études d'art. Alors c'est vrai que quand j'étais toute petite, j'avais un monde onirique très développé. J'ai pas le souvenir non plus qu'à partir du moment où j'ai pu commencer à prendre un crayon de couleur avec une feuille, j'ai commencé, je me suis jamais arrêtée. Et c'est vrai que mon monde onirique, mon monde des rêves était extrêmement développé. Mais quand j'étais jeune, je vivais plus le rêve dans la réalité. C'est-à-dire que mes nuits, quand j'étais petite, étaient très agitées. Je ne dormais que d'un œil, j'avais le sommeil extrêmement léger parce que je ressentais des énergies, je ressentais
ressentais des présences et on venait beaucoup me chahuter la nuit. J'ai compris ensuite que j'étais en connexion avec le monde de l'invisible et que je ressentais, j'entendais des choses voilà, que d'autres personnes ne percevaient pas, mais moi je percevais. Donc c'est vrai que la nuit, je n'étais pas de celles qui rêvaient beaucoup parce que j'avais un sommeil tellement léger que je dormais peu. J'avais envie de protéger ma petite sœur qui dormait. On avait un lit superposé, elle dormait en bas. Et du coup, je restais éveillée. Je dormais qu'un œil, mais vraiment comme ça. J'étais à l'affût tout le temps, mais il se passe quoi? Je sens une énergie, il y a quelque chose qui approche, etc. Donc, mon monde des rêves était extrêmement développé comme une fuite, c'est vrai, de la réalité. Donc ça se passait plutôt le jour. J'adorais imaginer, comme tous les enfants aussi, qui ont cette source créative très développée et qui n'est pas bloquée et qui est tellement présente. Et j'adorais en fait imaginer, même quand j'étais à l'école, j'étais un petit peu... ouais, j'étais un petit peu rêveuse, j'étais là un peu dans les vapes. J'étais ailleurs et partout, sauf là, ici et maintenant. Et c'est vrai que j'ai vu un peu comme une fuite aussi parce que je vivais des choses qui étaient difficiles pour moi à gérer intérieurement. J'avais extrêmement peur de ce que je sentais, des énergies, de ce que je percevais, surtout la nuit. Et puis ça m'envahissait beaucoup en tant qu'enfant, en plus de ce que je vivais dans mon cadre familial. Donc oui, ça a été une fuite. Je vous expliquerai plus tard, peut-être dans la prochaine vidéo, comment ensuite c'est plus la nuit que le monde des rêves est venu s'ouvrir pour moi et comment il m'arrive les matins de me lever et d'avoir fait 6 rêves dans la nuit et de m'en souvenir, de me souvenir de tout, et je vous en parlerai plus tard. Et puis c'est vrai que très petite déjà, il y a quelque chose qui entretenait cette forme de fuite de la réalité dans un monde des rêves que je développais beaucoup le jour, que j'avais la nostalgie d'un ailleurs. J'étais une âme qui, je suis toujours, mais j'étais une enfant qui priait souvent la lune, les étoiles le soir. Et je regardais les étoiles, qu'importe le temps, qu'importe. Voilà, je me connectais à quelque chose qui appartenait et qui se vivait dans le ciel. Je le faisais inconsciemment, bien évidemment. Et je demandais, mais qu'est-ce que je fais ici? Je comprends pas, pourquoi on souffre autant ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette terre? Qu'est-ce que je fais là? Aidez-moi, venez me sauver. Et ça, ça a perduré tout au long de ma vie, et comme un besoin de me connecter à quelque chose qui n'était pas ici en fait, quelque chose qui n'était pas sur cette... Qui entretenait encore plus mon monde onirique le jour, parce que en me connectant à ce monde des rêves, j'avais l'impression de pouvoir vivre autre chose ailleurs, sur un autre plan que dans mon corps en fait, dans la matière, et qui me permettait aussi de connecter à ce monde invisible que je priais le soir. À l'école primaire, j'avais déjà un goût pour très prononcé, et je me souviens que tout tendait ces jours avec impatience. Je me souviens encore, c'était le jeudi après-midi. On avait 3 heures d'art, en fait, d'art plastique, je sais plus quel nom donner, mais je sais que c'était les 3 heures consacrées de la semaine qui, moi, me plaisaient le plus, me nourrissaient le plus. Pour moi, c'était sacré. Je trépignais d'impatience qu'on en soit là. J'étais prête avec mon carnet de dessin, autant que faire se peut, parce que je dessinais beaucoup pendant mes cours. Donc mes carnets, vous savez, les petits carnets blancs qu'on a tout petits là, vraiment, ces cahiers qui sont que des pages blanches, en fait moi c'était rempli. Il y a eu un éveil en effet du goût pour l'art très très tôt, très jeune du coup. Et c'est vrai que j'avais une maîtresse à l'époque qui donnait goût à ça. On étudiait des Van Gogh, des natures mortes, on étudiait des Monet. Et j'adorais, j'étais absolument passionnée par ce qu'elle racontait. Et puis j'avais déjà ce regard sur l'art très dans l'analyse, très dans le regard du détail, très dans le... J'étais passionnée par ces représentations, je me posais énormément de questions, surtout quand j'étais jeune sur d'autres plans. Je me suis toujours posé la question, mais qui c'est qui a inventé le frigidaire? Qui c'est qui a décidé de l'appeler comme ça? Et un micro-ondes, c'est monsieur micro-ondes qui l'a créé, comment ça se passe? Etc. Et en fait, j'avais tellement d'esprit analytique et de curiosité, et chercher la compréhension, que ça s'est énormément développé aussi dans mon rapport à l'art et comment je l'étudie, comment je le perçois, comment je l'analyse. Et j'adorais du coup, je passais des temps indéfinis à regarder et à essayer de reproduire, parce qu'il nous était souvent demandé une reproduction plastique du coup de ce qu'on voyait. Et chaque artiste que je découvrais, chaque manière de faire, dans son art, dans son geste, dans sa peinture,
dans son dessin me passionnait. Une force très puissante et à la fois très précise qui venait déjà toucher, développer quelque chose chez moi. Et puis c'est vrai que j'avais déjà un goût, et ça m'est revenu quand j'ai écrit ce que j'avais envie de vous partager pour cette vidéo. J'avais déjà un goût très prononcé pour les robes. Et je dessinais des robes qui semblaient sorties d'une époque qui aujourd'hui avec le recul me dit peut-être appartenant à une ancienne de mes vies antérieures. Mais je dessinais des robes princesses très bouffantes avec énormément des grosses manches, etc. À cette époque, je me disais que quand j'étais plus grande, je voudrais être styliste en fait. Oui, mon premier chevalet m'a été offert, j'avais 12 ans. Ça m'a été offert en cadeau lors d'un événement et un joli bloc de dessin de papier très épais et des pastels sèches. J'étais la plus heureuse du monde à ce moment-là, je crois. Et je me souviens que le premier dessin que j'ai fait, c'était coucher de soleil sur la mer. Ou un lever, ça dépend. Voilà. Aujourd'hui, avec le recul, je ne sais plus trop quelle était mon intention. Et du moins, je l'ai produit ainsi. Et ça m'a ouvert le goût au dessin, mais intuitif, sans recherche de reproduction. Et c'est vrai que mon art, à ce moment-là, va prendre une place plus importante encore, parce que j'ai vécu le décès de quelqu'un qui je tenais beaucoup quand j'avais 11 ans. Je ne me rends pas compte tout de suite, mais ce carnet de dessin, ces pastels et ce chevalet vont m'aider. Et ce goût du dessin va m'aider à extérioriser de moi des choses que je n'arrive pas en fait à exprimer. Donc encore une fois, mon art à cette période m'accompagne dans une période de ma vie qui est plutôt compliquée émotionnellement à vivre et à gérer. Oui, alors l'entrée au collège, je pense que c'est un cap difficile pour certains enfants. Et moi, je n'ai pas dérogé à la règle. C'est vrai que les années de collège ont été extrêmement compliquées pour moi pour plusieurs raisons. Mais j'avais la chance d'avoir encore et toujours ces fameux cours d'art plastique qui me sauvaient, qui me passionnaient. Et un monde onirique très présent dans mes journées qui se faisait de plus en plus ressentir. J'étais considérée comme une élève passive. Sur mes bulletins de trimestre, c'était ce qu'on mettait. En fait, à l'époque, je n'aimais pas l'école, pas du tout même. Et en fait, dès que j'avais le moyen de pouvoir dessiner sur mon cahier, en plein cours, je le faisais. Et assez souvent, je me mettais au fond de la classe aussi, je regardais à la fenêtre et j'imaginais des rêves, des choses se passer, des êtres en train de jouer, énormément de... un autre monde que celui dans lequel je suis, que je ne comprends pas, d'être enfermée dans une classe entre quatre murs. Moi, normalement, on est censé être dehors. Et il y avait cette routine aussi qui me pesait déjà quand j'étais jeune. Je me dis, mais qui c'est qui a décidé que là, tel jour, je vais faire telle matière d'affilée, l'après-midi et toute la semaine, et ça va se répéter la semaine d'après. Donc il y avait une lassitude absolument atroce pour moi et qui nourrissait plus en moi encore cette envie d'alimenter mon monde onirique et d'être à l'extérieur de ce que je vis. Alors, au collège, bien évidemment, je suis aussi passionnée par mon professeur d'art plastique. Et je me suis souvenue, c'est pareil encore d'une petite anecdote, c'est que ce professeur d'art plastique vivait dans le même village que moi, qui n'était pas le village dans lequel il y avait mon collège. Et je me souviens qu'en voiture, quand je passais avec mes parents pour X raisons dans cette rue, on voyait de sa fenêtre la lumière du coup à l'intérieur et tous ces toiles accrochées au mur. Et je sais que petite, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui a alimenté le fait que j'aimais chez cette personne comment elle était passionnée par l'art, connectée, et comment elle avait goût du coup à l'apprendre à des élèves. Dans ces cours d'art plastique, je faisais quelque chose qui me fait rire encore aujourd'hui, c'est que j'avais tellement de créativité. Chaque sujet qu'il donnait, qui nécessitait une reproduction plastique du coup après étude, j'avais tellement d'idées que je distribuais. Et les élèves de ma classe venaient me voir, Laura, t'as pas une idée, qu'est-ce que je peux faire là? Et en fait, je donnais des idées. Pour moi, je partageais en fait, il n'y avait pas de problème parce que j'avais plaisir. Moi, j'ai tellement de créativité que ça sort. Moi, c'est utile, ça sert à quelqu'un, c'est très bien. Bien évidemment, je gardais toujours la meilleure idée pour moi à la fin. Et puis, je cachais bien ma production pour pas que les gens copient. Moi, oui, je faisais partie de ces élèves, je n'ai pas honte de l'avouer aujourd'hui.
qui détestait que l'on me copie. C'était vraiment viscéral chez moi. Et oui, je fais partie de ces élèves qui étaient comme ça sur sa copie, à regarder vraiment énervé que tu copies pas. Je lançais des éclairs avec mes yeux, je lançais du feu. C'était hors de question qu'on copie ce que j'étais en train de faire. Surtout que je m'estimais déjà très généreuse de partager quelques idées en art plastique, faut pas trop m'en demander. Et puis il y a eu un projet très particulier en art plastique où là j'ai commencé à comprendre que mon art pouvait me permettre de faire passer des messages à une dimension. Du coup, je vous raconterai dans une autre vidéo comment ça a passé d'autres dimensions en grandissant, mais c'est vrai qu'à cette époque je me suis dit waouh, on peut passer des messages avec des dessins. À cette époque, on traite un sujet justement, je sais plus ce que c'était et j'ai pas envie d'inventer. Mais le but était, si je me souviens bien, c'était de retranscrire par le dessin quelque chose que nous avions envie de dénoncer. Il y avait vraiment la notion de dénonciation en fait dans ce chapitre qu'on étudiait. Et en fait, à cette période-là, je m'en vais avec mes parents au cinéma et on s'en va voir le film Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio, donc Les Diamants de sang en français. Un film absolument magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, donc inspiré de faits réels. Et en fait, il y a une scène du film, je suis en âge bien sûr d'aller voir ce film, mais il y a une scène du film qui me marque profondément. Je ne vais pas spoiler ce film si vous ne l'avez pas vu, mais à un moment donné, il y a un enfant à qui on fait tenir un revolver, à qui on bande les yeux et qu'on met face à un mur. Et en fait, il doit apprendre à tirer. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a des personnes, des prisonniers qui sont installés devant ce mur. Ce qu'il fait que sans le savoir, quand il tire, pensant s'entraîner uniquement à l'arme, à la mitraillette, et bien en fait il tue des gens. Et en fait cette scène m'a profondément marquée. Et je choisis, après mûre réflexion et plusieurs idées qui me sont venues, de dénoncer par le dessin. Et en fait, je reproduis la scène, un peu comme une bande dessinée, avec des espèces de petites bulles qui parlent d'un texte. Et j'interagis entre la représentation de ce que j'ai vu qui, moi, m'a marqué, et de ce que j'ai envie de dénoncer qui n'est pas juste. Et là, bien évidemment, mon feuille canson sur lequel le dessin est ramassé par le professeur, et puis je reçois ma note. Et là, c'est le premier 20 que j'ai en art plastique. Mon professeur, à l'époque, me dit « Laura, si j'avais pu te mettre plus, j'aurais mis plus. » Et là, ça interagit en moi comme la compréhension déjà de la puissance d'un dessin. Je ne vais pas parler d'œuvre artistique à cette époque, mais de ce que l'art peut transmettre comme message. Et c'est un moment qui me marque. Très fière aussi d'avoir eu en mention. Alors ensuite, à mesure que je passais ces années de collège, donc de 6e à la 5e, de 5e à la 4e, etc., il y a eu aussi mon art comme... j'ai eu envie d'être à un moment donné un designer automobile, donc j'avais envie de dessiner des voitures. Et il m'arrivait en effet d'offrir à un certain garçon que j'aimais beaucoup à ces années de collège, des dessins de Ferrari, de Lamborghini, de voitures que j'aimais, que je dessinais. Donc j'interagissais, je touchais un petit peu à tout et je ne voyais rien que je ne puisse pas réaliser en fait dans le dessin puisque je touchais à tout. Avant de passer au lycée, j'avais toujours envie d'être styliste. Donc forcément, il me fallait suivre un processus de cours d'art. Et là est arrivé quelque chose qui a été difficile pour moi, c'est que malgré ma bonne moyenne et mon brevet avec mention, je n'ai pas réussi à passer en seconde art appliqué à l'époque comme je le souhaitais. Donc à l'époque, le bac SC art appliqué était un processus qui se suivait sur les 3 classes, donc seconde, première et terminale. Et en fait, dans ma ville, il n'y avait qu'un lycée qui le faisait, donc il n'y avait que 30 places. Quand j'ai su que je n'étais pas admise dans cette seconde que je voulais faire, ça a été très difficile pour moi, mais j'ai décidé de me battre pendant cette année de seconde pour faire légitimiser ma place pour rentrer directement en première, parce que ce sont des choses qui arrivaient. Il y avait possibilité de prendre le cursus en cours quand on n'avait pas pu accéder à la seconde, notamment que les gens qui avaient pu accéder en seconde, certains abandonnaient et choisissaient une autre première, littéraire, ES ou S à l'époque, c'était comme ça. Cette année de seconde, je vais rencontrer une autre professeure d'art qui m'a énormément portée, qui m'a appris beaucoup. Et en fait, je choisis donc l'option art plastique, ce qui fait que je me rajoute des heures
Mais c'est ok, c'était le mercredi après-midi. Je rajoutais 3 heures alors que le reste de ma classe n'avait pas ces 3 heures. Professeur, toujours dans le même système au niveau de l'expression plastique, c'est qu'on étudiait un thème, on avait notre bouquin Histoire de l'art. J'adorais ça d'ailleurs. Je commençais à rentrer dans l'étude de l'histoire de l'art qui était beaucoup plus approfondie, les mouvements d'époque, les artistes qui ont été reconnus et que nous étudions du coup à l'époque. Et en fait, il va se passer un moment très très particulier, c'est que à un moment donné, on va toucher la représentation iconique de la femme au travers des époques, des mouvements artistiques. Et en fait, on commence à étudier une certaine statue, je n'ai plus le nom, la référence, mais une statue bien importante de représentation de la femme en Mésopotamie, donc avec cette nécessité plutôt archaïque de grandes hanches, etc., capable de porter un enfant et de bien le nourrir, donc du coup de la représentation de la femme comme elle devait être, si j'ai pas ce terme. Et puis on étudie les vierges à l'enfant qui à une certaine époque sont représentées en statue dans certaines églises, etc. Et là va nous être demandé une reproduction plastique de certaines de ces icônes. Je vais passer 3 heures à reproduire une vierge à l'enfant, donc absolument magnifique, qui porte son bébé et qui est en train de l'allaiter. En fait, je vais passer énormément de temps, vraiment, avec mon crayon de bois pour réaliser cette reproduction. À la fin, j'en suis très heureuse, je trouve ça beau, je suis hyper contente, je prends mon cahier et je m'en vais voir ma professeure. Et là, elle me regarde, elle regarde mon dessin, elle regarde mon dessin. Donc moi, je suis hyper contente, mais bon, j'emmène pas large, on sait jamais. On sait jamais, ça plaît pas, ça va pas, voilà. Et elle me dit, Laura, il n'y a pas un problème là. Alors moi qui étais timide, quand même, j'ai un espèce de coup de jus dans le ventre. Et elle me dit, mais Laura, il y a, je sais pas, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui va pas? Et elle insiste. Et je commence à dire, bah écoutez, si vous posez la question, c'est sûrement que si. Et elle me dit, mais Laura, ton dessin, on ne le voit pas. Bah, bon. Et en fait, au moment où je regarde, bah oui, elle a raison. Mon dessin, on ne le voit pas. Et je ne me suis pas rendu compte. C'est ça qui est absolument terrible, c'est que pendant les 3 heures où je suis en train de faire une représentation au crayon de bois, tout doucement, je me disais, putain, les volumes sont harmonieux, c'est joli, c'est bien, j'ai réussi. Et qu'elle me dit ça, ok. Et je me rends compte qu'elle a raison. Et elle vient me dire, et là c'est comme si au travers de mon dessin, elle percevait quelque chose qui est en moi. Et elle me dit, et là je me rends compte que c'est plus en rapport avec le dessin. Et elle me dit, Laura, tu as une très grande sensibilité. Et tu dois t'en servir et l'affirmer. Ces mots, c'est à peu près ça. Ça a été un peu plus long, mais là je vous la fais court. Et là ça me touche, ça me touche. J'entends qu'il y a quelque chose qui n'est pas pleinement exprimé dans mon dessin et à cette époque, elle me motive à affirmer mon crayon. Et en fait, j'avais l'impression qu'en affirmant mon crayon sur ma feuille, sur mes expressions plastiques, je commençais à m'affirmer, à venir réveiller quelque chose en moi. Toujours cette époque dont je vous parle, je vis des choses pas simples dans ma vie personnelle, dans ma vie affective, dans différents plans de ma vie. Et mes dessins ou mes expressions plastiques, les moments où je m'enferme dans ma chambre le soir quand je rentre chez moi, deviennent de plus en plus forts, de plus en plus sombres, de plus en plus colère. Et je touchais une période de ma vie certains appellent crise d'adolescence. Moi aujourd'hui je la vois et c'est comme ça que je l'appelle comme une première dépression de l'âme. Qui heureusement elle est vécue par beaucoup d'entre nous parce qu'il y a une véritable prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on vit, dans ce qu'on nous apprend, etc. Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mes dessins à cette époque me servent à exprimer en fait ma colère et ce qui se vit en moi qui est plutôt sombre. À la même époque, je vais commencer à m'orienter, donc en passant en première à appliquer, puisque j'ai réussi à faire porter ma voix, grâce notamment à cette professeure qui m'a permis de beaucoup évoluer pendant mon année de seconde et qui m'a fait une lettre de recommandation à mon proviseur pour que je puisse passer en première à appliquer. Je commence à venir toucher le dessin d'espace, je reprends la perspective. Notamment avec un professeur qui me passionne aussi parce que
Il nous parle de l'histoire de l'art, mais aux périodes d'Égypte. Il nous montre en même temps des photos des pyramides Khéops et d'autres du coup en Égypte que lui est allé visiter. Il nous donne son ressenti. Et là, j'entends l'histoire de l'art qui continue de me passionner et qui me touche. On vient aussi étudier le stylisme. Le stylisme, et là encore, certains de mes graphismes, hein, de mes créations, pendant qu'on traite ce thème, est là éclosi, mais ça ne me passionne plus autant. Il y a quelque chose qui s'est refermé. Et à cette époque, je vais commencer à apprécier beaucoup l'étude de cas, où il s'agit dans les espaces intérieurs, dans les projets de scénographie, de créer un espace qui me passionne davantage. Il n'empêchera pas quand même que, étant têtue et ayant des choses en tête, je suis quand même allée visiter des écoles de stylisme à Paris, en espérant, et monter des dossiers, en espérant pouvoir rejoindre les cursus après mon bac. Mais j'ai ce besoin d'espace et de perspective où je prends la règle, je prends l'équerre, je prends le rapporteur, et je viens toucher quelque chose de plus concret qui en fait me ramène davantage à la matière et à la réalité, et un peu moins au monde onirique. Il y a eu un moment marquant encore avec une de mes professeurs. Donc à cette époque, je crois que j'étais toujours du coup en première ou terminale à appliquer, je me souviens plus précisément. Mais j'étais encore poussée à toucher mon graphisme, à toucher ce qui fait ma spécificité en fait dans mon dessin et dans mes représentations. Et on avait un cours de recherche appliquée. On est à un moment donné où notre professeur nous passe des diapos, donc des images. C'était les ortillonnages qu'on appelait du coup dans la ville. Donc c'était très fleuri, très dense, il y avait à la fois la connexion à l'eau et à la terre qui se ressentait de certaines photos. Et là, on faisait un exercice qui s'appelait le croquis minute. Si vous saviez comme je l'ai haï ce type d'exercice, surtout au début, c'était vraiment compliqué pour moi. Le professeur donc nous projetait un dessin, elle mettait un chronomètre. Elle mettait un chronomètre, et moi j'aime pas trop qu'on mette des limites. Donc déjà, ça me plaisait pas l'idée. Mais on joue le jeu parce que, bon, on n'a pas le choix. Et en fait, tout le monde prend son aquarelle avec son stylo, son pinceau à eau, et puis il va de bon cœur pour faire un représentation. Et en fait, moi, je me rends compte au bout de 5 minutes, quand le temps s'arrête, que je suis toujours avec mon crayon blanc en train de me sécuriser, de représenter une base, et je m'étais dit qu'après, je mettrais de la couleur. Il y avait un côté perfectionniste et contrôlant chez moi qui était très présent, que en fait, j'étais invitée par cette professeure à lâcher. Très compliqué parce que c'est la zone de confort qu'on connaît tous et voilà, c'est quelque chose dont on parle dans différents domaines, mais moi c'était la zone de confort et contrôlante en fait dans mon dessin. Mon dessin m'appartient, il n'appartient pas à la professeure, donc elle n'a pas, voilà, le caractère. À ce moment, la professeure arrive, elle fait le tour, elle voit qu'au bout des 5 minutes, il y a des gens qui ont fait de très belles reproductions. Et moi, bon, j'étais toujours à ma base de crayon. Ça passe une fois. Elle lance le deuxième diapo. On relance le dessin en 5 minutes. J'ai, au bout de ces 5 minutes, pu commencer à mettre un tout petit peu de couleur. Mais ce moment où je suis avec mon pinceau et mon aquarelle, c'est bon, mon dessin en crayon de bois, ma base est faite, je peux mettre de la couleur, que ça se stoppe. Là, la professeure choisit de lancer une 3e diapo. Elle lance une 3e diapo, elle lance le chrono, on a 5 minutes pour faire la représentation. Ce qu'elle ne nous dit pas, c'est qu'on va avoir moins de temps, puisqu'au fur et à mesure que l'exercice avance, les 5 minutes, on ne les a pas. Mais comme on n'a pas de chronomètre et c'est celle du chronomètre, on ne se rend pas compte qu'il y a 1 minute en moins à chaque fois. Et là, il va faire quelque chose. Et moi, je me souviens, je l'ai senti insolente envers moi à ce moment-là, ce qui a fait que c'est une professeure que j'ai pas aimé beaucoup ensuite. Et en fait, elle vient et elle me confisque de mon morceau de table, parce qu'on avait des grandes tables à l'époque en art, elle me confisque tout sur ma table qui ressemble à un crayon de bois. Ligne graphique, crayon de bois, HB, tout ce que vous voulez, elle les a tous enlevés. Et là, je la regarde faire, je la vois partir, avec son petit sourire narquois, mais un petit peu énervé en même temps. Là, je suis au bord de l'affront, je suis au bord de l'insolence. Et je me dis, bon ok, je vais jouer le jeu, j'entends bien, je suis poussée, donc j'y vais. Voilà. Et comme je suis plutôt revancharde, moi dans la vie, je me dis, j'y vais. D'accord, tu joues à ça, on va jouer à ça. Toujours sacré caractère, n'est-ce pas? Et en fait,
Et en fait, elle vient à clôturer ce temps et ces minutes. Et moi, en fait, machinalement, intuitivement, c'est là que la partie intuitive commence à être intéressante dans ce que je vous raconte, j'ai produit un dessin que je trouve magnifique. Là, je me dis, se passe quelque chose. Et là, je vois ce qu'elle veut dire parce que ma représentation est plutôt abstraite de ce qu'il y a eu, puisque le but, c'est de travailler les couleurs et non plus le dessin, la précision de la rivière, etc. On vient peindre des émotions, on vient peindre un ressenti. Il y a quelque chose de plus vif et de plus réel dans la représentation que ce que j'aurais pu faire avec un crayon noir. À la fin, elle passe sur les tables et elle choisit nos petits dessins. Elle en prend un là elle en prend deux parce que voilà, et on fait un affichage. Et ça, c'est quelque chose qu'on faisait énormément pour tous ceux qui ont fait des études d'art, ils le savent. On fait un affichage, on se met tous en face de cet affichage, donc du coup des productions plastiques qui ont été effectuées, on prend du recul et on est dans l'auto-analyse, dans l'autocritique, et on se partage en fait des choses qu'on remarque et qu'on analyse. Et à un moment donné, elle vient séparer en deux cet affichage et le mien se retrouve à gauche avec deux ou trois dessins de personnes que j'admirais beaucoup parce que dans ma classe, je trouvais qu'ils dessinaient, ils avaient une manière de dessiner absolument géniale. Enfin, moi, comparé à eux, j'étais vraiment en bas, quoi. Et là, je me retrouve dans les dessins qui sont à côté de mes collègues que moi j'admirais parce que leurs dessins étaient magnifiques. Et là, je fais partie de ceux-là. Waouh! Et là, je me dis, ok, là, il se passe quelque chose et ma professeure félicite en fait l'énergie qui est retranscrite dans ce type de dessin et que c'est ce type de graphisme qu'on vient toucher. C'est comment l'art passe par nous, comment on la ressent intuitivement sans chercher le contrôle et la perfection pour venir la reproduire et la dessiner et la projeter en fait. Oui, bien sûr que j'ai eu mon bac. Bien sûr que j'ai eu mon bac. Je l'ai eu, donc ça a été... c'est passé à ça quand même. Parce que mon année de terminale, j'ai un membre de ma famille à qui je tenais beaucoup qui est décédé, donc mon année terminale n'a absolument pas été facile dans cette dernière année avant de passer le bac. Et je l'ai eu et ça a été une grande réussite pour moi et j'étais très fière de moi malgré l'année que j'avais vécue d'avoir pu avoir mon bac pour pourtant à 18 ans vivre un deuxième deuil. Donc j'ai eu mon bac et ensuite je suis passée à la fac d'art. Et je crois que la suite, je vais vous la raconter au prochain épisode. Voilà, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je crois que j'ai fait assez long pour cette première partie. Voilà, je crois que je vais faire ça. Ok, et je vous raconterai du coup, lors de la prochaine vidéo, ce qui s'est passé pour moi dans mon rapport à mon art quand je suis passée en fac d'art justement, et le cursus et le processus que j'ai vécu après. Donc là, je vous parle, je suis à une tranche d'âge à peu près 19, 20 ans, 21, voilà. Et ça, c'est ce que je vous raconterai à la prochaine vidéo. J'en ai encore des choses à vous raconter, parce que j'ai encore croisé des gens qui m'ont poussé, qui m'ont accompagné. C'est un véritable cheminement et chemin initiatique qu'on me fait vivre et qui me permet de développer des toiles comme celle-ci. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Pour la petite information, parce que je ne vous l'ai pas dit, cette toile s'appelle Archange. Je vous parlerai de sa dimension, de l'énergie et de la manière dont je reçois des messages aujourd'hui dans mes toiles dans la prochaine vidéo, ou peut-être celle qui suivra. Je ne sais pas si dans la deuxième, elle sera aussi longue que celle-ci, un peu plus ou un peu moins, ou s'il y aura besoin d'une partie 3. Mais je vous en parlerai davantage et vous pouvez voir du coup qu'entre ce que je vous ai raconté sur ces premières années de ma vie et là où j'en suis aujourd'hui, et bien tout ce qu'il y a encore à vous raconter pour en arriver à ça. Merci de m'avoir visionné, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo.